Bien, écoutez, vous entendez? Oui, bon. C'est un premier essai voix pour moi. Bah, écoutez, alors le train de Paris était un peu en retard, les tramways sont arrêtés, mais on va commencer. On avait essayé de gagner un petit peu de temps pour recevoir tous les amis qui devaient venir. Je voulais vous dire tout d'abord mon plaisir de vous accueillir ici. Notre plaisir de vous accueillir ici parce que c'est une vraie coproduction, ce salon. On a travaillé avec les 4 clubs omnisports de Clermont-Ferrand, c'est-à-dire l'ASM, le Stade Clermontois, le CUC et la SPTT Clermont. Deux d'entre eux sont adhérents de la fédération, deux ne le sont pas encore, mais c'est comme ça qu'on conçoit les choses. Nous, on travaille avec tout le monde, et c'est très bien. Ça apporte beaucoup de richesse dans les échanges. On a essayé de vous concocter le meilleur programme et surtout, on a des conditions d'accueil exceptionnelles grâce au conseil régional qui nous a fourni ces beaux lieux. Donc d'abord, je voudrais remercier le conseiller général. On aura l'occasion de le faire. Le vice-président viendra demain. Remercier le conseil régional pour ça. Ensuite, les autres collectivités locales, ici c'est vraiment une coproduction. Toutes les autres collectivités locales, c'est-à-dire toutes les strates de notre organisation sont partie prenante. La ville, la métropole, le département, à un moment ou à un autre, nous ont apporté des éléments. Donc c'est très très important. Je voudrais avoir un mot particulier pour le muet qui m'accompagne, mais qui est Pascal. Pascal Thibault, c'est l'ancien président de l'ASM. C'est avec lui qu'on a projeté ce travail ici. Et puis, ça a été l'âme de tout ce rassemblement. Donc, je vous propose de l'applaudir pour commencer, parce que vraiment, il a été ici sur place, notre cheville ouvrière. Il a travaillé aussi sur le programme. J'aurais remercié aussi toute l'équipe de la fédération, Sandrine qui était notre conseillère technique, qui a commencé à travailler, Ali qui est notre nouveau conseiller technique, qui a continué de travailler sur le sujet, et puis tous les acteurs locaux, les présidents des clubs d'ici, etc. Donc l'idée est d'avoir un salon, comme on essaie de faire d'habitude maintenant, les événements que vous connaissez, c'est-à-dire il y a à la fois la présence d'un chercheur, d'un intellectuel, d'un connaisseur d'un sujet, qui est sur le front de la connaissance du moment sur le sujet en question. Et on associe à 3 expériences de terrain parce qu'on aime bien faire ce mélange d'expertise en fait. L'expertise du scientifique, de l'intellectuel et l'expertise du praticien parce qu'il a une vraie expertise de terrain. Donc chaque séquence est construite autour de ces dimensions et donc elle s'articule à 2 séquences par demi-journée. C'est pour ça que je vais arrêter de parler pour qu'on avance vite. Et donc ces séquences, vous les avez dans le programme, elles sont présentées à chaque fois autour d'un dîner, le temps de. Et donc vous avez les différents temps qui sont présentés dans le programme. Ensuite, les échanges, il va falloir que vous fassiez des choix pour pouvoir faire tous ces échanges. Et puis, on va pouvoir aussi les temps de cocktail. Il y a des partenaires, vous connaissez maintenant notre fonctionnement. Il y a des partenaires. Samedi matin, vous aurez un temps avec. On tenait beaucoup à avoir aussi une immersion à Clermont-Ferrand, que ça se passe bien à Clermont-Ferrand, et pas que ce soit une ville comme ça, parce que Pascal a eu l'idée il y a 2 ans qu'on vienne à Clermont-Ferrand, mais parce que on fait aussi sur le terrain à Clermont-Ferrand. Donc samedi matin, il y aura tout un tas de démonstrations de pratique avec les 4 clubs, animés par les 4 clubs, à un stade dont j'oublie toujours le nom, je suis désolé, mais... Philippe Marcombe. Philippe Marcombe, voilà, qui n'est pas ici, qui est ailleurs. Mais on vous donnera les plans pour y aller. Et ceux qui souhaitent y venir, on fera tout pour que vous puissiez y participer. Voilà, je pense qu'il y a un bon travail de prévu sur ces 3 jours.
On va commencer. Comment c'est prévu? C'est toi, Pascal, qui présente la première séquence, je pense. Alors, Pascal. Merci beaucoup, Gérard. Merci à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Manifestement, il y a des retardataires à cause du train. À titre d'introduction, je ne vais pas faire une conférence, ça va être très court. Je voulais partager avec vous quelques réflexions. Vous avez tous, vraisemblablement comme moi, écouté un jour un reportage un peu plus approfondi, un peu plus sensible sur tel ou tel grand champion. Et puis immanquablement, comme moi, vous avez dû observer qu'il systématiquement, il finit par faire référence à avec beaucoup de tendresse et beaucoup de respect à l'un de ses tout premiers éducateurs. Et c'est vrai que les tout premiers éducateurs que rencontre un jeune sportif ou une jeune sportive, c'est quelque chose qui marque, qui est extrêmement important. La plupart du temps, au passage, ce sont des bénévoles, ces éducateurs. Alors, on ne soulignera jamais assez l'importance qu'ont ces premiers moments dans la découverte de l'activité physique et du sport. Alors pour ça, je voulais, à titre d'introduction, partager avec vous une petite anecdote. Donc ça durera 1 minute. Cette anecdote, c'est la suivante. Ça se passait il y a quelques années au sein de la section lutte de l'ASM. C'est une section emblématique à l'ASM. Section lutte de l'ASM. Et puis, il y avait une jeune maman qui amenait son fils, puis qui restait le temps de sa séance. C'était un tout jeune garçon. Et un jour, elle nous a dit, mais il se passe quelque chose, je cite, il se passe quelque chose sur ce tapis. Et elle en a conçu un projet. Le projet, c'était de faire un film. Alors, elle avait les compétences pour ça, parce qu'elle était versée un peu dans le monde des médias. Elle a réussi à monter son projet, on l'a un peu aidé. Et pendant 1 an, elle a filmé la section lutte de l'ASM. Il en est ressorti un très joli film, très émouvant, d'une 50aine de minutes. C'était un documentaire qui d'ailleurs a été pas mal primé dans pas mal d'instances cinématographiques. Mais il fallait un titre, et c'est là mon anecdote, il fallait un titre à ce film. Alors, ils ne se sont pas tournés vers le marketing, j'ai rien contre le marketing, ni les spécialistes de la communication. Ils sont allés chercher ce titre dans les mots d'un enfant, d'un jeune lutteur. Et ce jeune lutteur, à un moment, dans une séquence du film, il se retourne vers les entraîneurs et il dit « Les entraîneurs, ce sont des grands hommes. J'aimerais bien demain être un grand homme. » Et c'est ce qui a donné le titre à ce film qui s'appelle « Les grands hommes » pour cette région. Il y avait derrière ce mot, en fait, quelque chose de très important. Je ne sais pas si ce gamin, il est devenu champion du monde de lutte, je ne crois pas d'ailleurs. En tout cas, il n'en a pas encore l'âge. Voilà. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a gagné de cette expérience, ce passage, quelque chose, non seulement le goût du sport, le goût d'en faire tout au long de sa vie, je pense, mais il a gagné quelque chose de plus. Il a gagné un bagage pour se construire en tant qu'homme, finalement des ambitions, des rêves d'humanité. Voilà. Le temps de l'éducation, c'est un temps extrêmement important. C'est le temps du partage, de la transmission entre les anciens et les modernes. Mais je crois aussi que ça doit être un temps d'innovation, de remise en cause, de redécouverte, de recherche de nouvelles voies. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à introduire la conférence qui suit avec Pascal Duché. Parce qu'il est tout empreinte de cette philosophie et de ce regard. Voilà. Pascal Duché est professeur à l'Université de Toulon, c'est une ancienne clermontoise, personne n'est parfait.
Mais surtout, elle est aussi membre du Haut Conseil de santé publique. Elle est extrêmement investie en réflexion et en action dans tous ces domaines. Et donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Je vais essayer de ne pas tomber. Mais ce serait un bon début, oui. Très bien, tout fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs et puis un grand merci à Pascal Thibault qui, je l'espère, est un ami et que nous poursuivrons des collaborations au moins de connaissances et d'expérience. Et je suis vraiment très heureuse d'être ici, vous l'avez compris, parce que je vivais ici il y a 3 ans encore. J'habitais ici, j'ai travaillé ici. Et maintenant, je suis à Toulon où je dirige un laboratoire qui porte sur la jeunesse, l'activité physique et sportive et la santé. Donc c'est un peu de ça dont on va parler. Et on va parler dans l'après-midi beaucoup de littératie. Donc je vais essayer de faire un petit bilan et puis aussi d'ouvrir des perspectives et d'ouvrir des pistes de discussion. J'espère que j'atteindrai mon but. Alors, vous avez déjà eu beaucoup de conférences, je suppose, beaucoup de salons. On parle beaucoup. Et la première question que je me suis posée quand je suis venue, je me suis dit, c'est mon métier, j'en parle tout le temps, mais pourquoi faut-il promouvoir l'activité physique encore aujourd'hui pour les enfants, les adolescents, voire les adultes, mais moi je me concentrerai sur les enfants et les adolescents, plus aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire qu'est-ce qui ferait qu'on en parlerait plus, qu'on aurait plus d'outils, qu'on pourrait faire d'autres choses. Donc pour répondre à cette question, il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé, où on est aujourd'hui, c'est-à-dire d'où on vient pour savoir où on veut aller, et voir si, in fine, on est dans un contexte aujourd'hui qui serait potentiellement plus favorable que ce qu'il n'était il y a quelques années. Donc vous avez tous vécu, vous vous rappelez pour certains ou non, les évolutions proches, mais on a commencé au 19e siècle par les progrès industriels qui ont été suivis par les technologies de l'information et de la communication. On a suivi ensuite une période qui portait beaucoup sur le numérique, qui a beaucoup changé nos modes de vie, quoi qu'on en dise, nos modes de vie, nos habitudes de vie, et qui vont avoir des conséquences extrêmement importantes par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Et puis, quelque chose que je n'aborderai pas trop en détail aujourd'hui, mais qui était sur les progrès de l'industrie agroalimentaire, enfin ce que l'on a pu interpréter comme des progrès de l'industrie agroalimentaire qui fait qu'aujourd'hui, on a une appétence pour des aliments qui sont reconstitués pour la plupart, qui sont riches et denses en énergie et en calories. Et vous connaissez comme moi la problématique du surpoids et de l'obésité chez les jeunes enfants. Jusque-là, rien de très nouveau, puisqu'en fait, ce sont une succession d'étapes que l'on a tous vécues. Mais on a eu quelque chose d'intéressant, malgré tout, très douloureux certainement, mais ça a été la phase de la pandémie. Et la pandémie a révélé finalement beaucoup de choses. Et finalement, ça a créé un climat. Alors, on vous a dit tout à l'heure que je faisais partie du Haut Conseil de santé publique. Par exemple, depuis la pandémie, quand on parle d'activité physique ou de sédentarité pour les enfants, on nous écoute. Et c'est nouveau. Ça n'existait pas avant. Donc on est quand même dans une situation, même si des choses ont changé, on est allé vers un mode de vie, surtout chez les enfants, qui est un mode de vie plus sédentaire, avec moins d'activité. Qu'est-ce qui s'est passé aussi récemment? Vous en avez certainement entendu parler, ceux qui s'intéressent plus aux enfants et aux petits-enfants en particulier. Il y a eu le premier rapport sur les 1000 jours. Alors voilà, c'est un rapport, et pareil, on peut se dire, c'est un rapport de plus, in fine. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce rapport. C'est que ce rapport met en évidence les trajectoires. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on intervient chez les petits, on intervient chez les ados, on intervient chez les adultes. En fait, on ne pense jamais que c'est la même personne qui était enfant, qui est devenue ado, qui va devenir adulte, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et je vais vous montrer d'ailleurs des résultats d'une étude qui est assez marquante et intéressante à ce niveau-là, et qui a montré donc sur cette trajectoire, et je sais que tout à l'heure on va vous en parler, on en a parlé tout à l'heure dans la littératie physique au Canada, c'est vraiment ce continuum tout au long de la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez saillant et qui montre que l'enfance, c'est une période de développement qui est une période clé. Alors ça a été réaffirmé parce que ça avait déjà été démontré, mais ça a été réaffirmé. Et donc,
eh ben, les leviers de prévention finalement efficaces pour tous les comportements dont j'ai parlé jusqu'à présent se trouveraient potentiellement au moment de l'enfance. Alors l'étude dont je vous parlais sur les trajectoires, c'est celle-ci. Alors elle est assez amusante d'ailleurs, puisque les auteurs ont choisi en fait d'illustrer les comportements, 5 comportements classiques, hein, le sommeil, l'inactivité physique, c'est-à-dire le manque, l'insuffisance d'activité physique, et puis 3 intensités d'activité physique. Donc on a les lapins, qui sont les plus actifs, on a les chimpanzés, qui globalement sont actifs, je ne sais pas si on voit mon pointeur, oui, qui sont actifs, mais finalement qui ont aussi de l'inactivité physique et qui dorment moyennement. On a les pandas, qui eux vont être moins actifs, et puis on a les hiboux. Et donc ce qui est intéressant, et vous allez comprendre tout de suite, parce que c'est extrêmement révélateur, c'est que c'est une étude longitudinale. Alors c'est piloté par une équipe de l'INSERM parisienne, pas qu'en France, elle existe dans plusieurs pays, cette étude, et elle montre, vous voyez, les parcours, c'est-à-dire des évolutions. Et ça, c'est nouveau, et c'est vraiment extrêmement important. Et là, c'est les premiers résultats qui ont été publiés et qui ont suivi des enfants de l'âge de 5 ans à l'âge de 8 ans. On ne va pas aller dans les détails, simplement les résultats marquants, c'est qu'on voit bien que, vous regardez les chimpanzés, finalement, c'était les profils les plus importants, les plus conséquents en termes de représentation à l'âge de 5 ans. Et ça va encore l'être à l'âge de 8 ans, mais très proche des pandas. C'est-à-dire déjà entre 5 ans et 8 ans, on a des comportements qui vont aller vers des comportements de moins en moins actifs et de plus en plus sédentaires. Dès cet âge-là. Et c'est vraiment important de voir les trajectoires. Alors, sans regarder les chiffres, hein, c'est simplement les grosses bandes. Donc 50% globalement des enfants sont restés dans leur catégorie initiale. J'étais panda, je suis resté panda. Et par contre, les 50% restants sont allés surtout vers le profil panda. Donc ça confirme ce que je vous disais juste avant, avec quand même des choses importantes, c'est que ça commence très tôt. Ça commence dès l'âge de 5 ans. Et une autre chose qui commence très tôt, que l'on sait aussi, c'est la différence entre les filles et les garçons. Et bien en fait, cette différenciation filles-garçons commence dès le plus jeune âge. Alors, oui, en tout cas, c'est ce que je dis en permanence. Pourquoi il faut plus promouvoir l'activité physique encore aujourd'hui qu'hier ? Je vous ai marqué quelques phrases, ce n'est pas une liste exhaustive, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, parce que la situation se dégrade depuis longtemps et que ça continue, parce qu'elle s'est encore dégradée avec la pandémie, parce que le mode de vie des enfants a changé avec tout ce qu'on a vu, parce qu'ils sont plus sédentaires, mais est-ce que c'est une fatalité ou c'est simplement la résultante finalement de l'évolution numérique, de l'évolution agroalimentaire, de l'évolution du temps, de l'évolution des transports, etc. etc. C'est un vaste débat. Parce que c'est le seul moyen, l'activité physique, d'améliorer la condition physique des enfants et donc leur santé. Et puis surtout parce que demain se construit aujourd'hui. Alors, le thème de l'après-midi, c'est la littératie. Alors, je ne vais pas le développer, mais je vais quand même juste en dire un mot. Et puis après, je repositionnerai, j'essayerai de repositionner la littératie dans la problématique aujourd'hui de la structuration du monde sportif. À l'approche des Jeux Olympiques, c'est la moindre des choses, on va essayer. Alors, la littératie physique, qu'est-ce que c'est ? Alors, la littératie, le mot, dans nos Canadiens l'utilisent beaucoup. En France, il est un peu plus compliqué culturellement. Ce n'est pas un mot qui spontanément a du succès, on va dire les choses comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un concept, c'est une approche qui est une approche holistique, c'est-à-dire qu'elle va prendre vraiment l'enfant, l'adolescent et les adultes, et on vous en parlera plus tard, dans sa totalité, dans sa globalité. Donc ça va faire référence à des compétences qui sont d'ordre physique, d'ordre psychologique, d'ordre cognitif et d'ordre social. C'est ça qui est important. Parce que juste à présent, et c'est quand même une très grande spécialité française, on a l'habitude de fonctionner en silo. On a une approche très biomédicale, on s'occupe du corps, rarement du cerveau ou des relations sociales, ou un peu moins, je vais dire. Bon. Donc là, c'est pareil. On a un modèle qui va cette fois-ci essayer de lever ces cloisons et d'aborder la question globale. Donc sur tout ce qui est physique, on va retrouver les habiletés physiques et la forme physique, c'est-à-dire la condition physique. D'un point de vue psychologique, on va être sur quelque chose qu'on a du mal à appréhender, nous Français, qui est l'attitude et l'état d'esprit qu'il faut pour être actif.
Alors dans ce domaine, on a pas mal d'études en France qui essaient de regarder quelles sont finalement les qualités ou quelles sont les caractéristiques ou quelles sont les motivations, si on peut les appeler ainsi, qui vont amener quelqu'un à s'engager dans une activité physique. Parce que là, dans l'amphithéâtre, aujourd'hui, c'est assez facile, vous êtes tous persuadés, enfin je l'espère, que l'activité physique, c'est quelque chose de super, que c'est bien pour la santé, ça permet de voir aussi ses amis, etc. etc. Le problème, c'est qu'on est loin d'être la majorité. Donc on parle entre nous, mais globalement, c'est pas comme ça que la majorité des personnes conçoivent l'activité physique. Il faut du temps, il faut se déplacer, c'est fatigant, il faut des équipements. Voilà, il y a beaucoup de déterminants qui font que c'est pas perçu de cette façon. Donc ça, c'est certainement une piste extrêmement importante à développer. Je pense qu'il y aura des interventions dans les ateliers qui vont faire état de bonnes pratiques et de prise en compte de ces éléments-là. Les habiletés sociales, c'est pareil. Les habiletés sociales, on en parle simplement quand on met en place de l'activité physique pour les seniors. Pour les enfants, c'est pareil. Mais on l'oublie toujours. Aujourd'hui, les enfants, les adolescents sont extrêmement isolés parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Et le réseau social les isole plus qu'il ne les met en relation. Et puis, dernièrement, le cognitif, j'en dirai un petit mot tout à la fin. Les neurosciences nous ont fait beaucoup avancer dans ce domaine-là sur le lien muscle-cerveau. Et même s'il y a des études qui ciblent très souvent, et c'est très américain, les résultats académiques qui montrent que les enfants actifs ont de bons résultats au niveau scolaire, il y a beaucoup d'autres données qui montrent que sur l'attention, sur la mémoire, sur beaucoup d'autres qualités cognitives, l'activité physique a des effets très intéressants. Donc la littératie physique, c'est tout cela en même temps. Alors ça se présente de cette façon, c'est des schémas qui sont très utilisés. Vous voyez la littératie physique, c'est ce qu'il y a à gauche de la diapo. On va retrouver ici, on va passer de connaissances qui vont permettre finalement, par l'exercice de l'activité physique, de développer des compétences et de développer confiance et motivation, de développer une participation sociale, de développer toujours ce que l'on essaie de dire qui est difficilement attrapable ou percevable, qui est la joie, le plaisir, le bonheur. On dit qu'il faut que les enfants se fassent plaisir. Alors, les enfants, en général, dès qu'il y a un jeu, ils se font plaisir. Mais bon, on l'a oublié, je crois. C'est-à-dire qu'on est passé de séances que l'on veut structurer pour apprendre, en faisant en sorte que ce soit opposé finalement à la notion de plaisir. Je pense que vous allez voir tout à l'heure. Ça va vous rappeler des choses, peut-être qu'on a simplement oublié de les mettre en place, mais on le faisait avant. Des compétences motrices, ça, il n'y a pas de souci. Je pense que tout le monde voit ce que ça recouvre, sachant que, et c'est là la force certainement des omnisports aujourd'hui en France, enfin moi je suis une convaincue, si je suis là, c'est parce que vous aurez Freddy tout à l'heure qui va parler, je suis vraiment une convaincue pour les enfants que l'omnisport est un endroit merveilleux pour justement pouvoir toucher à tous ces sports sur des compétences motrices qui vont se faire dans l'eau, sur la terre, sur la glace, dans d'autres, pour glisser, tout ce que l'on peut développer au niveau de la motricité sans que ce soit forcément associé à un sport. C'est comme à l'université, c'est super parce qu'il y a de la philosophie, des mathématiques, de la religion, de l'activité physique, c'est pareil. C'est des lieux, c'est des moments dans la vie de quelqu'un qui permettent justement de pouvoir appréhender tous ces éléments. Et justement, ces éléments, on y vient. Finalement, la littératie, elle va s'opérer tout au long de la vie. Elle va devoir tenir compte des facteurs individuels, c'est-à-dire ce qu'est l'enfant, des appétences qu'il va avoir pour telle et telle activité, de ses parents, donc de son environnement. Donc il y aura une interaction permanente entre l'activité physique, que ce soit l'activité physique de loisir, l'activité physique scolaire, l'activité physique qu'il va faire avec ses copains dehors, etc. etc. C'est toute activité physique. Et puis ça va lui permettre surtout de s'adapter, parce que je vous rappelle qu'un facteur de santé majeur aujourd'hui, c'est la capacité que l'on a à s'adapter aux contraintes de son environnement. Quand on parle de changement climatique pour certaines espèces, l'homme est une espèce. Voilà, par exemple. Donc ça va aller jusque-là, c'est-à-dire les capacités à s'adapter à une contrainte, c'est dans cet esprit-là qu'il faut entendre les choses. Et tout cela va permettre finalement de maintenir une santé physique, mais pas que. Santé physique, tout le monde comprend ce qu'on veut dire, mais santé mentale et santé sociale. Donc la littératie physique, vous voyez, c'est quelque chose qui englobe tout ça. Et ceux qui ont plus de 20 ans se rappellent que quand il y avait les programmes d'éducation physique et sportive, on parlait déjà pas mal de certaines de ces choses-là. Alors peut-être pas tout, mais on avait déjà abordé cette question.
Et ça va vous rafraîchir encore plus la mémoire, parce que moi j'utilise beaucoup ce schéma qui est derrière moi et qui va vous parler forcément. On l'a peut-être simplement oublié. C'est-à-dire que dès le nourrisson, le premier langage d'un enfant quand il naît, c'est sa motricité, c'est comme ça qu'il communique. Il va se déplacer pour attraper un objet, quand il n'est pas bien, il va bouger, etc. C'est son seul moyen de communiquer. Donc, le premier langage, c'est le mouvement. Ensuite, on va avoir alors mouvement rudimentaire, mouvement de base, appelez-les comme vous voulez, ou habileté de base. On va retrouver ce qui est assez classique, c'est-à-dire la capacité à pouvoir avoir de la mobilité, se déplacer pour un objectif donné, sauter, etc. etc. Et ensuite, on va progresser dans tout cela. On va avoir les savoir-faire fondamentaux, et puis ensuite, on va avoir les savoir-faire spécifiques, et ensuite, on va avoir l'activité physique tout au long de la vie. Donc là, il y a eu des modèles, ça c'en est un. Vous voyez les références, il a été republié en 2020, donc ce n'est pas si vieux que ça. Et pourtant, c'est des choses, je suis persuadée que vous avez ça à l'esprit, en fait, parce que ça va de soi quelque part. On ne fait pas, on ne devrait pas faire, je rectifie, on ne devrait pas faire d'activité, par exemple, spécifique à un sport donné avant de savoir courir. On ne devrait pas taper la balle au rugby avant de savoir lancer, jeter, courir, etc., etc. Ça vous paraît évident, mais en fait, on est tellement allé vite qu'on a des tas de problèmes maintenant dans le milieu sportif, chez les adultes, sur des postures. Mais parce que le train est passé, là, ça devient compliqué. Donc, on a des sportifs de haut niveau qui se blessent beaucoup, ou des jeunes qui voudraient aller vers le haut niveau, mais sur lesquels on a construit un savoir-faire spécifique au sport, alors que le savoir-faire de base n'était pas présent. Et c'est pour ça que je disais on l'a oublié. Alors, la littératie physique, alors c'est peut-être polémique, mais c'est volontaire. C'est peut-être même de la provocation, mais c'est volontaire et assumé. Est-ce que c'est incompatible avec la recherche de la performance, c'est-à-dire est-ce que c'est incompatible avec la recherche de haut niveau? On ne se connaît pas, je suis sûre que dans la salle, il y a des sportifs de haut niveau. Moi, j'ai été sportif de haut niveau. Et évidemment, on est convaincu que pour être sportif de haut niveau ou pour être expert dans n'importe quel domaine, jardinage, etc., etc., il faut extrêmement pratiquer. Il faut beaucoup pratiquer. Est-ce que pour être un bon jardinier, il faut beaucoup pratiquer que du jardinage? Est-ce que pour être un sportif de haut niveau, il ne faut faire que sa discipline sportive? C'est quelque chose, enfin un débat que vous connaissez. Alors tout ça repose en fait sur un article qui avait été publié par les psychologues suédois en particulier dans les années 90, qui avait été repris par des personnalités qui avaient fait le buzz, comme on dit. Vous avez l'habitude de ça. C'était la théorie des 10 000 heures. Il était dit, il y en a encore peut-être qui le disent, que pour être expert dans un domaine, il faut avoir au moins pratiqué 10 000 heures de cette spécialité. Par exemple, le piano, le violon, la peinture. C'était des données qui étaient présentes dans l'article. Je vais vous en montrer juste une ou deux. Et la question s'est posée, est-ce que c'est aussi vrai pour le sport? Donc c'est un peu cette question-là que je vais essayer d'aborder avec vous. Alors là, c'est la question des violonistes. Donc en effet, quand on regarde les heures de pratique cumulées, les violonistes experts, vraiment les meilleurs, et les très bons violonistes, ce sont ceux qui ont pratiqué le plus. Depuis l'âge, vous voyez, de 6 ans, les courbes, elles sont très signifiantes, on voit bien. OK, donc il faut un volume de pratique important. Et puis, en 2019, ce sont des psychologues aussi allemands qui ont remis en question la théorie des 10 000 heures parce qu'ils ont regardé la qualité des heures. Plus que la qualité, même si ça a commencé comme ça dans l'histoire, enfin dans la petite histoire de cette théorie, ils ont regardé la nature des heures. Est-ce qu'il faut pratiquer ces fameuses 10 000 heures ou plus ou moins en étant entraîné? Est-ce que c'est une pratique libre, une pratique délibérée? C'est-à-dire quand c'est délibéré, c'est ciblé sur l'activité elle-même. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai mis ce terme-là, même si on l'emploie très peu nous, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en fait, ils se sont aperçus, vous voyez, qu'il y avait une grande différence entre les meilleurs et ceux simplement qui jouaient bien du violon en termes de pratique entraînée, c'est-à-dire supervisée par un expert. Donc ce n'est pas tant la quantité de pratique que sa qualité. La quantité n'expliquant que 20 à 25% de la performance. Le reste, c'est une autre pratique et c'est différent. Alors,
la question, c'est toujours la même, c'est à quel âge il faut débuter, comment on fait pour avoir un volume comme ça, et est-ce que c'est antinomique avec ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire la santé tout au long de la vie. Je vais vous montrer 2 diapositives, celle-ci et une qui suit. On a beaucoup de données maintenant, beaucoup d'études qui prennent les résultats des sportifs de haut niveau, en particulier des Jeux Olympiques ou alors des professionnels. Et en fait, c'est ce que vous avez déjà sur cette diapositive, vous pouvez voir. Donc à gauche ici, ce sont les élites. Et à droite, que j'ai mis dans un cadre, ce sont des sportifs qui sont bons mais qui ne sont pas au plus haut niveau. Résultat, on peut voir que l'élite, ce sont des sportifs dans la discipline donnée qui ont commencé à avoir un volume de pratique identique aux autres à partir de 15 ans. Avant 15 ans, ils pratiquaient moins que les autres. C'est-à-dire ceux qui sont au plus haut niveau, avant 15 ans, ils pratiquaient moins la discipline en question. D'accord ? Et c'est confirmé par d'autres études. Et je vous ai mis celle-ci, mais j'aurais pu vous en mettre d'autres. Là, vous avez une étude qui porte sur les médaillés aux Jeux Olympiques. Donc, il y avait plus de 23 disciplines, je crois. Et qui montre que jusqu'à 14 ans, en fait, dans la discipline donnée, les médaillés pratiquent moins que les non-médaillés. C'est-à-dire qu'avant 14 ans, ils ont fait du multisport. Ils pratiquent plus, mais de tout sport. Voilà. Enfin, il y a des arguments maintenant dans la littérature, dans la recherche de performance, qui sont incontournables. Et en effet, donc là, on est bien, et c'est là où je voulais en arriver, où on n'a pas de dichotomie. Alors la diapo vous paraît peut-être compliquée. Ceux qui connaissent le modèle de développement de l'athlète tout au long de la vie connaissent bien ça. Ici, vous avez l'âge chronologique et l'âge de formation. Vous savez, la croissance n'est pas un long fleuve tranquille. Des enfants sont en retard, des enfants sont en avance. L'âge chronologique ne traduit qu'un âge calendaire de naissance. Et l'âge de maturation peut, à plus ou moins 4 ans, être différent de l'âge chronologique de l'enfant. Ce n'est pas le point le plus important. Aujourd'hui, en tout cas, si vous voulez en parler, ce sera avec bonheur, puisque c'est là-dessus que je travaille. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est ce que vous avez ici. C'est que finalement, dans le modèle de développement de quelqu'un qui veut aller vers le haut niveau, comme du modèle de quelqu'un qui veut pratiquer en santé tout au long de sa vie, ou pour se faire plaisir, ou pour être avec les autres, quelle que soit sa motivation, et bien finalement, le parcours, potentiellement, va passer par les mêmes étapes. Ce ne sera pas le même, mais en tout cas, il va passer par les mêmes étapes. Et la première, ce sera la littératie physique. Donc, autrement dit, parce que ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Moi, on m'a dit que les footballeurs, s'ils n'avaient pas appris à dribbler avant 6 ans, à l'âge de 6 ans, ils ne seraient jamais professionnels. Bon, très bien. Moi, je voudrais faire la démonstration inverse. Alors après, il y a des sports à maturation précoce et à spécialisation précoce, comme la gymnastique. Donc, il y a des réalités. Mais il y a une autre réalité qui est celle qui est sur le schéma derrière moi, c'est-à-dire qu'on est plus sur un continuum que sur une dichotomie où il faudrait un chemin de spécialisation et donc quelque chose qui ne serait pas du multisport, c'est-à-dire du développement d'habiletés motrices, sociales, psychologiques, etc., pour les sportifs de haut niveau, et un autre modèle pour les autres. Donc, vous voyez, sur ce schéma-là, c'est vraiment l'intégration de la littératie physique dans le développement de tout à chacun. Alors, comment on fait ça ? Pareil, je ne vais pas le développer, vous connaissez ça très bien, vous le faites dans toutes vos fédérations. C'est un des derniers modèles qui a été montré. C'est d'un côté, il faut concevoir, mettre en œuvre et adapter toutes les situations pédagogiques, toutes les situations d'activité en prenant en compte ce que vous avez dans la littératie physique, c'est-à-dire qu'il faut que les situations visent à ce que l'enfant ou l'adolescent ait à s'adapter, c'est-à-dire à répondre à une contrainte qui va lui être imposée par l'environnement ou par simplement la description de la tâche. Donc ça, pareil, je ne vais pas m'attarder, je pense que vous connaissez très bien ça. Et par contre, ce qu'il ne faut jamais oublier, quand on est avec des enfants ou des adolescents, c'est qu'un enfant et un adolescent, il est dans une catégorie d'âge. Et c'est là où il y a le problème. Parce que chaque enfant a un rythme et un tempo de développement. Donc, un enfant qui a 12 ans et un autre enfant qui a 12 ans peuvent avoir un décalage de maturation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on peut avoir un enfant qui, au niveau biologique, dans les 12 ans, il va avoir 10 ans, alors que son copain qui a 12 ans aussi, lui, il a 14 ans. Et pourtant, ils vont jouer ensemble. Tous les entraîneurs, tous les clubs sont confrontés à ça, très bien. Mais on oublie
comme le dit la littératie physique, que ces enfants, ils ont aussi un âge social et ils ont un âge psychologique. Parce que le petit qui a 12 ans, mais qui a que 10 ans d'un point de vue de sa maturation, mais qui veut absolument avoir une médaille ou qui veut absolument faire ce sport parce que c'est celui-ci qu'il aime, il va développer des compétences psychologiques différentes. Et donc, on a plusieurs âges. Et ça, il faut en tenir compte, et en particulier dans la littératie physique. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas oublier si on ne veut pas trop se tromper chez les enfants. Dernier point, j'y tiens aussi parce qu'on n'est pas... On n'en parle pas assez, je pense, en France. Dans d'autres pays, ils sont plus armés par rapport à ça. Je ne vais pas détailler quel type d'activité. Est-ce qu'il faut faire plutôt du sport co? Vous avez compris, hein, chez les petits, il faut tout faire. Il faut faire du multi-activité. Et après, on fera du multisport. Mais là, la question, c'est la relation en fait avec les habiletés cognitives, parce que les informations et les connaissances scientifiques sont arrivées tardivement. Et ça nous vient surtout des neurosciences. Et là, vous avez un exemple de modélisation qui montre très bien que quand vous faites de l'activité physique, qu'elle soit ouverte ou fermée, qu'elle en pose une contrainte, qui soit justement un problème à résoudre, eh bien, on va avoir de l'expérience qui va se créer, on va avoir des stimuli environnementaux qui vont être importants, on va avoir des interactions interpersonnelles, etc., etc. Et ça va avoir un impact au niveau cérébral. Ça aura des impacts au niveau cérébral, tant au niveau des fonctions que des structures. C'est-à-dire qu'il va y avoir des effets de croissance au niveau cérébral et aussi un meilleur fonctionnement. D'où les études qui vous montrent l'amélioration par exemple, des résultats scolaires, etc., chez les enfants, et donc des acquisitions de connaissances cognitives. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est extrêmement important dans la conception même de l'activité. Pour preuve, et j'ai pratiquement terminé, pour preuve, cette étude qui a modélisé l'effet de l'activité physique dite intégrée, c'est-à-dire que plutôt que de répéter un geste, c'est des activités dites à problème. Le noir, ce sont des activités simplement pendant la maturation, c'est plus un groupe contrôle. Le petit rouge que vous avez avec les petits points, ce sont des entraînements basés sur l'endurance. Les grands tirets rouges, en fait, c'est un entraînement intégré qui a été mis en place au moment de l'adolescence. Donc vous voyez déjà qu'au niveau du développement moteur, on est déjà au-dessus d'un entraînement qui pourrait être spécifique, qui est les petits traits, et surtout, c'est quand on intègre dès le début, dès l'enfance, finalement des activités intégrées, c'est-à-dire des activités problèmes, des activités supervisées, etc., etc., qui permettent d'avoir le meilleur développement au niveau des habiletés motrices. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu. Et si je ne l'ai pas fait, je mets toujours cette petite diapo ces derniers temps pour vous montrer qu'il y a un lien entre le cerveau et le muscle. Il y a un lien entre le muscle quand il fonctionne et le cerveau, mais il y a aussi un lien... Ça ne va pas vous arranger, mais comme il y a des ateliers, les gens vont bouger, donc ça ira très bien. Mais c'est un lien, par exemple, qui vient d'IRM. Bon, vous voyez derrière moi l'imagerie cérébrale. Vous voyez qu'après 20 minutes, quand on est assis, finalement, on n'active pas grand-chose, même si j'ai essayé de vous tenir éveillé, mais ce n'est pas les mêmes zones qui s'éclairent. Et en revanche, 20 minutes après l'activité, vous voyez que l'activité cérébrale est beaucoup plus stimulée. Donc j'espère vous avoir convaincu. Merci. Merci Pascal pour cette brillante intervention. On va prendre quelques questions avant de se répartir sur les ateliers. Alors s'il y a des questions dans la salle, je vous propose de lever la main, je vais attribuer la parole et vous avez le micro devant vous. Il suffit juste de l'activer si je ne me trompe pas. Et comme ça, vous aurez la chance de passer à l'écran. Justement. Alors qui aurait une ou deux petites questions pour démarrer? C'est toujours la première qui est la plus compliquée à poser. Allez, une première question, Odile. Oui, avec ce micro-là. Oui, on fait ça comme d'habitude. Bien, Odile Chouet, donc je suis la présidente générale du Stade Paul Sport, donc Poitiers. Oui, d'abord, je vous remercie pour votre exposé parce que c'est fort intéressant. Et je voulais savoir sur les petits, parce que vous dites évidemment... un enfant, si c'est marché ou pas, on voit tout de suite. Et j'ai une habitude un peu à faire où on voit vite. On donne un ballon à un enfant et on voit s'il est capable de taper dedans.
Et là, on voit s'il peut faire quelque chose. Donc, est-ce que vous confirmez ça ou parce enfin, moi, il me semble qu'on voit assez vite si un gamin aura ses mouvements normaux, si on peut dire, ou pas. Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, sur le diagnostic, oui. Mais on a une autre problématique par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, je suis entièrement de votre avis. On voit très vite si un enfant va avoir des désordres au niveau neuromusculaire. Maintenant, il y a pas mal de tests et d'observations tout simples à mettre en place. Ça me fait penser à ce que je discutais hier. Mais on est sollicité beaucoup parce qu'il y a des enfants qui ont des troubles d'apprentissage et soit de l'hyperactivité, puisque ça s'appelle comme ça, les TDAH aujourd'hui. Et il y en a a priori dans chaque classe. Voilà, avant, c'était des cas. Là, tout le monde nous dit qu'il y a cette problématique-là. Donc, on va essayer d'aller voir. Mais c'est pour répondre à votre question. C'est-à-dire que la problématique, c'est que c'est une activité phylogénique et non pas ontogénique. C'est-à-dire, autant on va apprendre le langage, autant la marche, c'est une qualité de notre espèce, c'est une caractéristique de l'espèce. Donc, on va marcher, quoi qu'il arrive. En revanche, ce qui va se passer, c'est que dans le temps de la croissance, la marche va changer. À chaque fois, l'organisme va se réadapter, simplement parce que les jambes vont grandir, le tronc va grandir, etc. etc. La localisation des masses va changer et on doit se réapproprier la marche. Et donc, c'est encore plus dur de se réapproprier la course, parce que la course n'est pas une marche rapide. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a oublié, parce qu'on se dit, un enfant, quand il va marcher, après, il va courir. Non. Il court des fois pour ne pas tomber, parce que le poids est vers l'avant, mais en tout cas, marcher et courir, ce sont deux activités différentes. Et ça va encore se complexifier quand on va lui donner un ballon ou quand on va lui demander de glisser, etc. etc. C'est pour cette raison qu'il est fondamental, mais vraiment même pour les sportifs de haut niveau, parce que ça, quand je dis c'est fondamental, je disais tout à l'heure, on l'a oublié, parce que dans l'éducation physique et sportive en France, c'était très prégnant. Bon, je ne sais pas, ça fait peut-être 40 ans de ça, mais en tout cas, on parlait beaucoup de ça. On a mis en place des activités spécifiques sur des organismes sur la course, sur le lancer. Et moi, aujourd'hui, je fais la chasse aux postures. Alors, c'est tout bête. Alors, je sais, des fois, ils me disent, ils ne me prennent pas très au sérieux. Mais on a des données pour montrer ça maintenant. C'est ça la différence. C'est qu'on est capable de montrer avec des moyens objectivés qu'on a oublié, parce qu'on est passé trop vite, parce qu'on voulait absolument qu'il lance fort et loin. On a oublié que pour faire ça, d'abord, il fallait qu'il ait un tonus musculaire qui soit capable de gérer un déséquilibre. Alors, ça ne se voit pas tout de suite. Et en plus, comme c'est un enfant qui a une maturation précoce, il est plus grand, plus fort, il lance plus fort, il va être sélectionné en plus. Et le problème va arriver après. Voilà. Et après, et donc je fais le lien parce qu'il y aura un atelier là-dessus sur l'abandon. Les dernières données sont tombées des fédérations. Les filles abandonnent à 13 ans, les garçons à 15 ans. Mais pas qu'un petit peu, parce que déjà, ils ne sont pas nombreux à pratiquer et en plus, ils sont nombreux à abandonner. Donc là, je pense qu'il est temps, dans le contexte, dans ce que je disais, il est temps de vraiment se poser la question par rapport à ça. Et le fait que vous soyez omnisport, pour moi, c'est la qualité, c'est la caractéristique majeure des clubs omnisports pour faire ça. Moi, je vois avec l'ASM ce qu'ils ont réussi à mettre en place, le multi-activité, le multisport, c'est absolument ce qu'il faut faire. Alors vous allez me dire pourquoi on ne le fait pas. Je vais prendre un joker sur l'organisation de notre système sportif. Merci. On prend une deuxième question. Allez-y. Alors vous avez rebondi un peu sur ce que je voulais dire, par rapport à la multi-activité. Voilà, il est très difficile dans un club omnisport d'avoir une multi-activité pour les adhérents, pour les jeunes, puisqu'à partir du moment où ils sont rentrés dans une activité sportive, il est difficile de les faire rentrer dans un autre créneau. Moi, je vais prendre un exemple tout simple. Mon petit-fils, qui avait 8 ans, il était à la Guadeloupe, il a commencé à jouer au football et je me suis aperçu que ce n'était pas la peine. Le dribble, les passes, il n'y arrivait pas. Et en désespoir de cause, on s'est dit on va se tourner vers un autre sport. On s'est tourné vers le rugby, et là on a vu qu'il s'éclatait. En 9 ans, 10 ans, puisqu'il est sélectionné. Et là, je me dis maintenant, il ne fait plus que du rugby. Il ne fait plus rien d'autre. Voilà. Est-ce qu'à 10 ans, 11 ans, ce n'est pas un risque pour l'enfant de ne faire qu'un sport? Parce que les entraîneurs
étant donné la capacité qu'il a, on dit on le garde, on le garde, on le garde. Voilà. Il y a quand même un risque pour l'épanouissement de l'enfant. Voilà. Avant la réponse, est-ce que tu peux juste te présenter et présenter ton club girondin? Oui, moi je suis le président du club athlétique de Sainte-Hélène dans le Médoc, voilà, entre Bordeaux et Lacanau. Voilà. On a 1000 adhérents et 11 sections sportives. Voilà, merci. Et merci pour votre présentation. Voilà. Merci. Merci à vous pour la question. Je pense qu'on va être plusieurs à partager. J'espère qu'à l'issue de vos 2 jours d'échange, vous pourrez amener des réponses exactement à la question que vous avez posée. Parce qu'en effet, il n'y a pas de recette. Je parlais de la structuration sportive. Votre petit-fils, par exemple, il a eu la chance que, comme ça n'allait pas au foot, il a pu connaître le rugby. Il y a des enfants, ils vont au foot, ça ne marche pas au foot, ils ne font plus rien. Donc l'avantage, alors, je ne sais pas, Freddy en parlerait bien mieux que moi, puisque lui, il l'a vécu de l'intérieur, mais ce qu'on est sûr, c'est sur la théorie de ce qu'il faut faire. Il faut passer par du multi-activité, il faut s'appuyer sur le jeu, il faut s'appuyer sur tout ce qui est social, sur tout ce qui est confiance en soi pour les enfants, il faut qu'ils touchent à tout. Ça, c'est clair. Ce que vous avez dit sur le risque, oui, il y a un risque. Et puis, il y a d'autant plus de risques quand on est dans un sport où les choses ne sont pas maîtrisées. Moi, je déplore à chaque fois, je ne sais pas comment le dire, je voudrais vexer personne, mais il faut les bons entraîneurs, les bons éducateurs sur les jeunes. Alors, je sais, je prêche dans le désert, hein, mais je suppose qu'on est plusieurs dans cette salle à l'avoir déjà dit. Mais par rapport à ce qu'on est en train de discuter là tout de suite, sur l'exemple que vous donnez, imaginez ça, l'enfant, il est doué. On va en effet lui dire qu'il reste. Et en plus, on va dire, parce qu'en général, quand ils sont sélectionnés, dans les sports co en particulier, c'est des enfants qui sont en avance. Et on va lui dire, tu peux venir avec le groupe d'au-dessus. Et en plus, on va tomber sur potentiellement des éducateurs qui ne sont pas les plus formés au développement de l'enfant. Et on ne va pas attendre. C'est le cas que je disais tout à l'heure. On ne va pas attendre. Donc, en effet, il va devenir bon, il va continuer. Et puis un jour, il y a un entraîneur qui va s'apercevoir, qui va dire « Mais là, il y a un problème, il est complètement déséquilibré quand il fait une passe. Et puis quand il est à l'intersaison, il a déjà mal au dos, il a 15 ans. » Ben oui. Oui, mais ça, ils auraient demandé, on leur aurait dit. Parce que là, il n'y a pas de surprise. Alors ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, alors là, c'est bien plus compliqué. Là, moi, j'ai envie de vous dire, je compte sur vous. Mais c'est comment on fait ça ? Comment on fait ça ? Parce qu'aujourd'hui, je voulais prendre un joker, mais je vais quand même dire des choses impolitiquement correctes, je m'excuse, je peux me le permettre maintenant. Il faut l'organisation d'un système sportif qui permette ça. Alors en effet, un enfant, même quand il vient dans un omnisport, il vient pour faire un sport. Et les parents encore plus, potentiellement. Enfin, aussi beaucoup. Alors, il y a des options et des solutions. Il y avait une tentative à l'ASM, justement, sur une majeure mineure. Moi, je trouve que c'était pas mal. C'est-à-dire, oui, il veut faire du foot, qu'il fasse du foot, mais il peut faire du foot et puis il fait d'autres activités. Mais ça demande que le club accepte de se structurer comme ça. Que les éducateurs, et ça c'est quand même bien, parce que les spécialistes de chaque activité voient tous les enfants. Ce qu'on ne peut pas faire dans un autre club. Et ça, c'est un vrai atout. Ça, c'est une vraie force. Il y a une autre vraie force dans les clubs omnisports, c'est de pouvoir potentiellement former justement, puisqu'il y a plus d'enfants, au développement de l'enfant. Donc on a des éducateurs souvent qui sont plus formés aux enfants, et pas parce qu'ils ne peuvent pas entraîner la une. Voilà, on va se le dire, on ne va pas se mentir. Donc ça, c'est important. Et après, oui, on va devoir lutter contre l'enfant, mais quand ça commence tôt, comme s'il peut se faire plaisir dans n'importe quel sport, il continuera. Ça va se corser après, ça va être beaucoup plus difficile après, mais peut-être sur les jeunes catégories, il y a vraiment quelque chose à faire. Et faire du multi-activité, comme ça, il n'y a pas le problème du sport. Le sport, il arrive après. Comme ça, il prend celui qu'il veut, puis il en fait 2-3 autres, et après, il fait que celui qu'il veut. Mais là, on est déjà arrivé vers les 12-13 ans, et là, ça va. Vous avez vu, c'est à 14 ans où ça commence à vraiment devenir compliqué. Merci Pascal. Alors je vous promets, on ne l'avait pas briefé avant pour qu'elle vante les mérites de l'omnisport et ça fait toujours, alors nous on le prêche à longueur d'année, mais ça fait toujours plaisir quand c'est des experts qui en parlent aussi bien. On va s'arrêter pour les questions. Je vais peut-être juste me permettre de poser la dernière, mais avec une réponse très très courte. Là vous prêchez ça auprès d'une partie de dirigeants d'institutions qui sont quand même assez convaincus de la démarche omnisport. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le prêcher auprès des autres fédérations ? J'imagine que oui. Et comment elles le perçoivent ?
Si c'est possible, une réponse courte. Je parlais de l'organisation du système. Aujourd'hui, ça ne peut pas être bien perçu forcément, puisque les fédérations sont quand même quelquefois concurrentes sur la participation à leur section. Donc, tant qu'on n'aura pas envisagé un autre mode de fonctionnement, au moins, moi, ce que je demande, c'est pour les petits, les ados. Bon, il y a certains présidents de fédé qui veulent bien l'entendre, d'autres pas du tout. Et ceux qui sont convaincus, qui sont prêts à passer à l'acte, ils sont peut-être encore moins nombreux. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a un contexte quand même qui va être extrêmement favorable parce que les jeunes abandonnent beaucoup. Donc il faut, voilà. Enfin, c'est triste ce que je suis en train de dire parce qu'il faut en arriver là pour peut-être ouvrir les yeux. Mais non, mais vous inquiétez pas, ce que je vous ai dit là, puis bon, ceux qui me connaissent le savent, je le dis bien ailleurs, aussi fort, voire plus fort. Mais bon, pour l'instant. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. On va s'arrêter sur ce premier temps.